Je pense sincèrement que les applis est un amplificateur de douleur. Allez, on va dire un bon 80% des femmes me disent je sabote mes relations, c'est inexact. Tout notre système, émotionnel, spirituel, corporel, mental, n'a qu'un seul but, c'est de nous protéger. Je suis désolée de le dire, une veille de Saint-Valentin, mais il n'y a pas un prince charmant qui va arriver sur un cheval blanc, magnifique, parfait, sous toutes les coutures, qui n'a pas de défaut, ça n'existe pas. On va aussi travailler sur les premières relations amoureuses. Et souvent, on les a oubliées, celles-ci. C'est celles qu'on a eues quand on avait 16, 17 ans, 20 ans, qui finalement, oui, mais bon, ça fait, tu vois, 15 Tu penses que ces relations-là peuvent influer? Nos premières histoires donnent le là, ouais. Non mais moi, je me fais refaire les seins direct, hein. 30 ans, c'est vieux ou pas? À notre trentaine. Je pense que j'aurais pu faire The Voice. Non, la famille, c'est important. Je suis mariée, j'avais 21 ans. C'était pas du tout le même genre de jeunesse. Manon, bonjour. Salut. Je suis hyper contente, j'allais dire, de te recevoir sur 30 ans sinon rien, mais c'est toi qui nous accueilles chez toi. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisqu'on est à la veille de la Saint-Valentin et c'était très important pour moi de t'avoir et surtout de parler et de rassurer les femmes célibataires ou les femmes qui sont dans des relations qui peuvent être compliquées, toxiques, etc. Oui, je connais bien le sujet. Oui, c'est un peu ton fer de lance. Oui, parce que tu es coach, t'aides les femmes à devenir libres. Tu as monté Love Power. Yes. Tu organises des retraites, d'ailleurs, pour les femmes en général. Tu travailles aussi avec ton copain, Lucas, qui lui s'occupe aussi des hommes. Oui. Donc, avis aux hommes, on ne parlera pas d'hommes aujourd'hui, mais peut-être dans une prochaine interview. Et aujourd'hui, donc, cet épisode, il va vraiment concerner les femmes célibataires. Et j'aimerais bien peut-être commencer par ton expérience, puisque tu racontes souvent qu'à 30 ans, tu pensais que tu étais foutue. Ouais. Spoiler, non. Non, du coup, non. Tu veux dire un peu de mon histoire personnelle ? Oui. Ouais, moi j'ai assez galéré, j'étais plutôt dans des dépendances affectives, dans des relations assez toxiques, etc. Et puis bon, bref, la vie m'a amenée à être en couple, à avoir un enfant. Et en fait, je me suis retrouvée un peu dans cette vie parfaite où, en vrai, sur le papier, tout va bien. Et pourtant, je me sens terriblement malheureuse, pas du tout accomplie, enfermée comme dans une cage, mais ouverte, mais je peux quand même pas en sortir. Et puis, ça a été hyper douloureux pour moi de réaliser que, en fait, ça va pas, quoi. Et un jour, je suis au Portugal chez ma meilleure amie et je lui dis, en fait, si j'avais pas d'enfant, je serais partie. Et là, elle me dit, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Et je fais, non, mais rien, laisse tomber et tout ça. Sauf que une fois que c'était dit, l'idée a germé. Je sais que beaucoup de femmes restent enchaînées pour les enfants et tout ça. Moi, pour le coup, élevant une fille, je me suis dit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de faire ça. Je dois lui montrer l'image d'une femme libre, d'une femme qui fait ce qu'elle veut et ce qui est bon pour elle. Donc, je me suis séparée un peu avant mes 30 ans et ça a été le bordel. Et c'était une relation qui était profondément toxique. Est-ce que c'est une relation qui s'est essoufflée avec le temps ou c'est un peu de tout Ouais, c'est un peu tout. Ça s'est essoufflé parce qu'on n'a pas su faire en sorte que ça fonctionne. Du coup, on a créé énormément de toxicité. Il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de rancœur, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout OK au sein de la relation. Ça a été super chaud. Ouais. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu retournes après à tes 30 ans dans la jungle du célibat. Et là, tu te dis, non, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Comment je vais faire et tout ça ? Avec un enfant oui, aussi. En plus, il y a le truc de, moi, j'ai une gamine, elle a même pas 3 ans. Personne va vouloir accepter ça. En plus, bon, avec mon ex à l'époque, c'était quand même très compliqué. Et ça va être chaud, quoi. Et puis, j'ai un peu exploré. Quand même, j'ai un peu exploré. Je me suis fait... j'ai essayé de comprendre, si tu veux. À ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que tout le monde se fait chier en couple et sont malheureux, en fait ? Il y a très peu de personnes. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, je voyais très peu de personnes au bout de 10, 20, 30 ans de relation hyper heureux ensemble, qui continuent d'avoir des projets, qui continuent de faire l'amour, qui continuent de s'aimer, en fait. Mais avec l'amour... pas l'amour affectif, pas l'amour parce qu'on se fait confiance, mais l'amour passion. Et je me disais, mais pourquoi ? Et donc, j'ai beaucoup exploré chez les polyamoureux, dans les couples aussi
hors normes. Dans les couples homosexuels et tout ça, j'ai beaucoup questionné et j'ai fait comme moi, j'aime bien dire, une petite étude sociologique à mon niveau, hein, bien sûr. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens se trompent, vraiment. Et là, hommes comme femmes, il n'y a pas de... Voilà, parce qu'ils se font chier dans leur histoire. J'ai compris aussi que finalement, les gens étaient malheureuses dans les couples, et quand ils étaient célibataires, en fait, c'est comme s'ils glorifiaient le moment de la relation, mais une fois qu'ils étaient en relation, en fait, c'était presque pire. Oui. Et du coup, quand j'ai constaté ça, je me suis dit non mais là je vais vraiment me renseigner sur le sujet, j'ai besoin de comprendre. Et donc là j'ai lu, j'ai été à des conférences, j'ai été dans des... Tu t'es formée aussi. Oui, bien sûr, je me suis formée évidemment. Mais au départ, j'avais juste une curiosité. Moi j'étais déjà hypnothérapeute et coach à ce moment-là. D'accord. Mais là, j'ai été chercher des spécialisations, mais non pas pour accompagner des femmes dans l'amour à ce moment-là. Hein. C'était plutôt pour comprendre et moi réussir à construire un couple heureux. Enfin, tu vois, c'était une démarche assez égocentrique au départ. Et en fait, très vite après ma séparation, je rencontre Lucas dans un cadre professionnel parce que on me demande d'être coach dans un programme qui aide les femmes à perdre du poids. Et donc, je me retrouve dans ce programme-là, je rencontre Lucas et là, on a un énorme flash. Mais vraiment un énorme flash. Sauf que moi, je sors de ma séparation. Lui, il sort il est dans un célibat choisi où vraiment, il n'a pas forcément envie de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie parce qu'il est mieux comme ça. Moi, j'ai très, très peur de refaire les mêmes erreurs, de m'enfermer. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de la relation exclusive qui, pour moi, à ce moment-là, est vraiment le truc le pire au monde et on va se tromper, ça va être une catastrophe. Et voilà, tu vois, je suis vraiment dans ce truc-là. Rien n'est fait pour vous réunir, quoi. Ouais. Mais bon, on sent quand même qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose où on est attirés l'un par l'autre. Et en fait, dès le premier jour où on se rencontre, en plus en ligne, parce que Lucas était à Bourges, moi j'étais à Paris, on se rencontre en ligne, on s'écrit, et à partir de ce moment-là, on a communiqué tout le temps. Tu sais, donc on communiquait en message, bon, surtout pour le côté pro, toute la journée. Après, on s'appelait le soir, et puis voilà, il y a quand même une relation qui a commencé à se nourrir à ce moment-là. Mais et du coup, avant de vraiment se rencontrer, on s'est posé 1001 questions. On est vraiment rentré dans des discussions de profondeur. Chose que je remarque que les femmes ont beaucoup de mal. Elles se disent, oui, mais moi, je veux des enfants, mais attends, je vais quand même pas lui en parler. J'attends combien de temps ? J'attends 6 mois. Bon, pour le coup, moi, je pense que vaut mieux savoir tout dès le début. Voilà. Attends, parce que ça tu fais partie d'une des questions que j'allais te poser après. Mais donc, toi, tu considères que, par exemple, si t'as la trentaine, que tu rencontres quelqu'un, il vaut mieux parler tout de suite de nos envies plutôt qu'être dans l'attente de 1, 2, 3 ans. Bien sûr. Oui, pourquoi pas. En fait, souvent, on pense qu'on va faire fuir l'autre, alors que pour moi, quand on se met d'accord sur la vision, enfin, je pense qu'on va étudier un petit peu ça après, mais je pense que les couples, ils peuvent tout traverser, vraiment, et puis se reconstruire derrière, sauf une chose, c'est la vision de couple. C'est-à-dire, si j'ai envie d'aller à cet endroit et que toi, tu as envie d'aller à l'opposé, bah, en fait, soit il y a un des deux qui fait un compromis, c'est très rare de trouver un mi-chemin. Tu vois, j'entends le truc le plus basique, c'est un des deux protagonistes du couple veut un enfant, l'autre a envie de garder sa vie sans enfant, de voyager sans contrainte, voilà. Bon, bah, au bout d'un moment, soit il y en a un qui renonce à quelque chose, soit il trouve un compromis, un mi-chemin, mais ça risque de coincer, soit il n'y a juste pas de solution. Je pense que déjà, au début de la relation, ça va être important. Donc, nous, on s'est posé les questions. OK, est-ce qu'on a envie d'exclusivité ? Est-ce qu'on a envie de construire une famille ? Est-ce que, au niveau de la sexualité, quel type de sexualité on a envie d'avoir ? Alors qu'on s'était jamais vu, en vrai. Tu vois, c'était vraiment des sujets, on allait dans des discussions hyper profondes. Nous, nos désaccords, c'était surtout sur la partie exclusive où voilà, il allait falloir qu'on trouve un chemin concret. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que la question qu'on s'est posée, c'est comment trouver de la liberté, de l'amour, de la confiance dans une relation exclusive. Et tu vois, je me suis jamais sentie aussi libre alors que notre couple est fermé et que on est hyper heureux comme ça. Donc voilà. Et après, on s'est rencontrés. Le jour où on s'est rencontrés, on s'est dit non mais ok, c'est bon, on y va à fond parce que il y avait quelque chose qui nous portait. Mais après, tout au long de la relation,
bah pareil, on a réajusté. En fait, parce que on avait 30 ans quand on s'est rencontrés. Aujourd'hui, on en a 37. Tu vois, bah oui, on a besoin de... on est passé par plein d'étapes et du coup, bah il y a plein de choses qui ont dû être remaniées. Et ça, les discussions, c'est indispensable de continuer de les avoir. Ouais. De pas avoir peur d'exposer les choses. Ok. Et bah, c'est une belle introduction. Qui me fait aussi beaucoup écho parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as ton compte Instagram où tu as un peu plus de 100 000 abonnés maintenant et tu fais beaucoup de vidéos, des short vidéos où justement tu donnes, je pense, des prémices de tes coachings pour rassurer les femmes sur tous ces sujets-là, entre autres. Donc ça, on va revenir dessus, mais tu nous as fait une très belle introduction. Je voudrais qu'on se redirige un peu plus vers les femmes célibataires et les femmes trentenaires célibataires. Est-ce que tu vois dans les femmes peut-être célibataires qui viennent te voir des schémas un peu classiques? Est-ce qu'il y a tu vois des femmes qui peuvent avoir un célibat un peu ancré ou qui s'enferment dans ce célibat-là? Ouais, il y a des... c'est vrai qu'on est toutes différentes, on a toute une histoire de vie singulière, mais pourtant, il y a des choses qui se recoupent. La première chose qui se recoupe, c'est... pendant ma vingtaine, j'ai un peu exploré où j'ai eu une relation qui m'a profondément détruite, déçue, où j'ai été trompée, on m'a quittée du jour au lendemain, où j'ai souffert. Voilà, j'ai tellement souffert que du coup, aujourd'hui, j'ai peur de souffrir et donc je reste dans un célibat ancré. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'ai une histoire familiale avec un père absent. Ça, c'est classique. Typique, d'accord. Alors, le père absent, c'est pas forcément qui t'a abandonné quand t'avais 1 an. C'est un père qui a pas de présence émotionnelle, qui travaille énormément, ou qui rêve d'avoir une enfant qui est différente de ce que tu es toi. C'est des trucs inconscients c'est des attitudes inconscientes. Les pères eux-mêmes répètent aussi ce qu'ils ont Bien sûr. vécu. Et donc du coup, bah toi, tu te mets en position en tant que toute petite fille de je dois plaire et donc du coup, je montre quelque chose qui n'est pas moi, une identité qui n'est pas moi et c'est comme ça qu'on va m'aimer et donc je prends conscience que pour plaire à un homme, pour exister auprès d'un homme, en fait, je ne suis pas assez. Et ça, c'est terrible parce que ce conditionnement qu'on a enfant, donc en fait, on va vivre pendant 15, 20 ans avec ce conditionnement-là. Donc, c'est nos premières années de vie, c'est toute l'époque où notre cerveau se forme. Donc, ça crée des circuits neuronaux qui sont des autoroutes hyper ancrées qu'on a l'habitude de prendre. Et ça donne quoi dans notre vie? Ça donne des relations toxiques, de rencontrer des hommes qui sont indisponibles émotionnellement. Parce que en fait on va moi j'aime bien j'aime bien dire que c'est comme un doudou. D'accord, ton doudou il pue, il est dégueulasse, faudrait le laver, mais c'est ton doudou, tu l'aimes comme ça. Et à un moment donné, il faut accepter de donner son doudou et soit le laver et de le rendre propre, soit carrément de le jeter à la poubelle et d'en chercher un autre. Qui va plus correspondre à tes envies et à ta vision et à ce que tu désires profondément vivre. Voilà. Donc, ce que tu vois chez les femmes, c'est plutôt tous ces traumatismes un peu qu'elles gardent et du coup, ce qui les enferme en fait dans leur célibat. Ouais, en fait, donc ça fait plus de 7 ans maintenant que j'accompagne des femmes dans la dynamique amoureuse. Ça fait 10 ans que je suis coach, mais ça fait 7 ans que j'accompagne les femmes dans cette dynamique-là. Donc, on a fait un gros programme avec Lucas pendant des années qui était vraiment génial. Aujourd'hui, on le fait plus, mais en tout cas, on accompagne en individuel. Et le parcours de coaching reste toujours quasiment le même pour libérer. C'est-à-dire qu'on va finalement très peu travailler sur la relation actuelle. On va toujours travailler sur l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens pas assez, tu te sens pas aimable, tu t'oublies dans les relations, tu as l'impression de toujours devoir en faire plus, etc. Une fois qu'on a trouvé ces éléments, on va travailler dessus en coaching. Donc, c'est des systèmes de libération. On va aller switcher les croyances. On va aller, au lieu que l'autoroute, elle soit comme ça dans ton cerveau, et bien, du coup, on va se dire, ah, ok, allez, on va reconstruire un chemin différent. Et donc, ça prend du temps. Ça demande de l'énergie de faire ça. Mais une fois que tu le fais, t'es quand même hyper contente, faut le dire. Et puis après, on va aussi travailler sur les premières relations amoureuses. Et souvent, on les a oubliées, celles-ci. C'est celles qu'on a eues quand on avait 16, 17 ans.
20 ans, qui finalement, oui, mais bon, ça fait, tu vois, 15... Tu penses que ces relations-là peuvent influer Ah bah, sur c'est celle qui donne le là. Ah ouais. Donc, ok. si ton mec, quand t'avais 16 ans, il t'a quitté pour ta meilleure amie, il est parti en vacances et du coup, il a rencontré une autre nana et du coup, il t'a laissé comme une chaussette que... j'en sais rien, moi. Ouais, bah, tu vois, t'étais amoureuse d'un mec qui t'a malmené et du coup, il sortait avec toutes les filles sauf toi. Enfin, j'en sais rien, peu importe. Je me rappellerai toujours d'une personne. Quand elle avait 17 ans, elle sortait avec un mec qui en avait 21 et il l'avait demandé en fiançailles, ils étaient à fond et tout machin, et du jour au lendemain, il l'a laissé tomber parce qu'elle était trop petite. Et donc ça, c'était l'excuse. Alors, on pourrait croire que c'est voilà l'histoire d'une jeune fille, elle en verra d'autres, sauf que ça la marque au fer rouge. Et donc, quand elle a eu 34, 35 ans, elle était toute seule, elle était désespérée, que dans des histoires toxiques, mais juste d'avoir été rééquilibré ça lui a permis juste après, mais dans la seconde d'après, la semaine d'après, elle a rencontré quelqu'un de génial et hop, ils ont eu un enfant ensemble. Et puis, tu vois, il y a eu... c'était... Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça qu'on a fait, mais ça a été vraiment le gros du travail. Et en fait, nos premières histoires donnent le là, ouais. Ouais. Et après, bien sûr, il y a la rupture qui t'a dévastée, qu'on a toutes vécues, je pense, beaucoup. En fait, c'est intéressant. Donc, pour toi, il y a donc le cercle familial. Ouais, il y a l'environnement familial dans lequel tu as grandi, qui t'a conditionné. Il y a les premières relations qui influent aussi. Et puis, il y a la relation, peut-être un peu plus tard, qui peut aussi te détruire. Oui. Et c'est vrai que tu as aussi, à la trentaine, des premières ruptures qui sont des ruptures qui sont peut-être pas forcément les ruptures les plus bouleversantes et les plus difficiles, mais qui sont des ruptures qui vont te stresser et te poser beaucoup de questions pour l'après. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu vois ou... Bien sûr, parce qu'on se retrouve à 30 ans, soit t'as déjà 1 ou 2 enfants et tu dis mais ok, mais comment je vais leur faire vivre une vie de famille, soit t'as pas d'enfants, donc là les célibataires qui arrivent à... Bon, 30 ans, il y a encore un peu de temps. Ouais. Mais dès qu'on arrive à 34, 35, 38, 40, bah là, on commence à se dire mais là, il faut vraiment plus que je me trompe. Et donc, du coup, les relations, en tout cas, les rencontres amoureuses ne deviennent plus un jeu et deviennent, comment dirais-je... Enfin, il y a de l'enjeu. Il y a tellement d'enjeux que du coup, en fait, on ne s'amuse plus. Sauf que la rencontre amoureuse, initialement... c'est léger, c'est fun. En fait, on a juste envie de créer du lien, en fait, c'est tout. Et on verra. Mais donc, du coup, c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile parce que je mets tellement d'enjeux que du coup, j'ai peur que ça marche pas. Et si je me trompe et que je passe encore 1 an, 2 ans, 3 ans avec lui et qu'au final, ça fonctionne pas, du coup, si j'ai 35, je vais avoir 38. Et si j'ai 38, là, du coup, ça sera ma dernière chance. Et puis voilà. Oui, on réagit plus trop par lucidité, etc. Mais on est plutôt dans le calcul, comme tu dis. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes font de la préservation de la fertilité. Comme je te dis, moi, ça fait 10 ans que je suis coach, 7 ans que je travaille avec des femmes, exclusivement. Dans les dynamiques amoureuses, là, ça fait, 2-3 ans. Je n'ai jamais... Enfin, en fait, je dirais 50% de mes clients sont en parcours de préservation de la fertilité. On a créé des peurs, panique. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein. Bien sûr, ça peut décharger, et puis pourquoi pas. Enfin, vraiment, je critique pas du tout ça. Mais je dis juste que la pression est devenue tellement forte que ça devient invivable. Ouais. Est-ce que, justement, pour revenir sur ce célibat et ces femmes qui ont ces traumatismes qu'elles gardent, est-ce que tu aurais un peu les pièges dans lesquels on tombe facilement, j'allais dire, et dans lesquels, du coup, il faudrait ne pas tomber, de s'enfermer dans ce célibat? Ah, qu'est-ce qui fait qu'elles s'enferment dans ce célibat ? Ouais. Alors déjà, il y a l'indépendance qu'elles vont trouver qui devient confortable. C'est-à-dire, moi je dis souvent que tu viens de te faire larguer ou t'as largué ton mec, machin, etc. Donc là, il y a l'étape de reconstruction qui est indispensable et qui est même très précieuse et qui peut être très belle, où vraiment je vais me découvrir en étant seule. Donc du coup, je vais développer des activités, je vais créer une vie en fait avec moi-même.
C'était Emma Watson qui parle de ça, quoi. Je suis en relation avec moi-même et du coup, là, je vais devenir indépendante, je vais voyager toute seule, je me suis créé un cercle d'amis super et tout. Mais c'est un peu comme si tu achètes une maison. Là, tu fais tout joli, toute la déco, elle est parfaite, tout est nickel et tout. Et Pour t'as toi, peur qu'un mec arrive et défonce toute ta déco. Ouais. Tu vois. Et donc là, on se retrouve dans un enjeu qui est très, très fort avec une peur panique intérieure qu'on ne conscientise pas de si j'ai quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, mais s'il me dégomme tout ce que j'ai créé, en fait, j'ai peur parce que je vais retomber dans mes dépendances, parce que, voilà. Donc ça, c'est le premier piège. En fait, c'est de fermer l'espace à une relation. Et ça, je le vois énormément. Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on dit « Ah non, mais moi, je suis vraiment prête. » Mais si tu te poses vraiment la question, ok, c'est quoi les inconvénients si quelqu'un rentre dans ma vie aujourd'hui ? Je me sens seule. Ok, mais c'est quoi les avantages de ta solitude ? C'est quoi, vraiment, tu vas chercher ça. Alors, on n'a pas l'habitude de se poser ce genre de questions. En fait, tu vas te rendre compte que, en fait, oui, t'as pas envie que quelqu'un vienne tout détruire. T'as pas envie de te remettre aussi dans la posture de la femme qui est dépendante, qui s'oublie, qui lâche tout. Et donc, du coup, je crée des rencontres qui vont pas fonctionner. Ou alors, je rencontre carrément personne. Ah oui, c'est presque volontaire. Pour garder ton indépendance, Voilà. tu vas te mettre dans des relations qui marchent pas. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que j'avais envie que tu parles de ça, mais j'étais pas sûre que tu allais citer ce point-là en premier. En tout cas, cette indépendance presque trop forte qui, en fait, inconsciemment te ferme aux autres relations. Est-ce que tu vois autre chose ? Comme piège. Après, il y a aussi les rencontres à outrance, les applis. Oui. Les applis, pour moi, c'est un piège quand t'es pas prête. Ouais. Les applis, enfin, pourquoi pas ? Moi, je suis vraiment... Je vais pas dire que je suis contre les applis, mais en tout cas, je pense sincèrement que les applis est un amplificateur de douleur. Donc, si t'es dépendante affective, si t'as peur d'être larguée, si t'as peur de pas avoir d'enfants, enfin, voilà, tout ça, ça va les multiplier. C'est un peu comme l'argent. Tu vois, si t'as, je sais pas, on va dire 3 000 € d'économie, et que déjà tu sais pas le gérer et que ça te fait peur de les perdre, si t'as 1 million d'euros d'économie, ça va être encore pire. Ouais, ça va pas être mieux. Tu vas pas être soulagé parce que t'as 1 million d'euros, en fait. T'as d'autres problèmes. Ouais. Et ces problèmes-là, ils vont être super forts. Les applis, c'est la même chose. C'est que si tu sais gérer ton business et interne, ça peut être super. Tu peux rencontrer des gens géniaux, mais il faut être prête. Ouais. Mais si t'as des blessures qui sont encore ouvertes, ça va juste les ouvrir encore plus. Et donc là, tu risques vraiment de te brûler les ailes. Et puis, tu as aussi ce schéma, en fait, là où tu as l'indépendante extrême, tu as celle qui a toujours besoin d'être en couple et qui a tellement peur d'être célibataire, en fait, qui fait en permanence des rencontres un peu toxiques, justement, des histoires d'un soir qui aimeraient qu'elles durent, mais en fait, ça ne dure pas. Et du coup, elle enchaîne, aussi, etc. Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu as beaucoup de cas différents, mais pour toutes, il y a un point dont tu parles qui est intéressant, c'est en fait de remettre au centre la question de pourquoi tu veux être en couple, qu'est-ce que tu recherches dans une relation pour bien comprendre en fait ce que tu veux et ce que tu veux pas, en fait. Ah oui, ça c'était une question que je voulais te poser aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a des femmes qui ne s'autorisent pas à aimer ou à être aimées ? Bien sûr. Ah oui. Il y en a plein, parce que un jour, elles ont appris que amour était égal à danger. Et donc, du coup, on va pas aller volontairement, en tout cas inconsciemment, on va pas aller inconsciemment volontairement. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment ça, se mettre en danger. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il n'existe pas de sabotage. On entend énormément parler de ça. Moi, je crois que allez, on va dire un bon 80% des femmes me disent « je me sabote, je sabote mes relations », c'est inexact. En fin de compte, tout notre système émotionnel, spirituel, corporel, mental, n'a qu'un seul but, c'est de nous protéger. En fait, être en survie, vivre, être bien et équilibré. Ça, c'est le but. Et parfois, on met en place des mécanismes qui vont nous empêcher une rencontre, mais c'est pas que ton système te sabote, c'est juste qu'il te protège. C'est pour ça que je dis souvent, en fait, on va aller
d'abord régler les problèmes liés à l'enfance, aux premières relations, aux grosses ruptures, en fait, à tout, parfois et souvent quand même, on travaille avec des femmes, le viol, tu vois, qui a été un traumatisme, soit parce qu'elles se sont fait violer par leur meilleur ami, soit par un parent, soit par leur amoureux, mais aussi, on a beaucoup ça. Et donc, du coup, je vais me protéger. Je préfère ne pas, inconsciemment en tout cas, mettre en place le système. Et en fait, on se retrouve avec une part de nous qui a très envie de construire une famille, avoir un amoureux, être au top, se marier, voilà, voyager enfin avec quelqu'un et tout ça. Et c'est trop, trop cool. Mais il y a une part qui est en mode, c'est mort. Ouais. Enfin, on va pas faire ça. On va se mettre en danger, on va souffrir, on va se faire violer, on va, je sais pas, voilà, se faire tromper, on va encore ressouffrir. Et donc, du coup, il y a un conflit de parties entre soi et soi, à l'intérieur de soi, entre une part qui a envie de construire et l'autre qui est genre, non, en fait, on va pas faire ça, on va se mettre en danger. Et donc, ça crée, ça crée en général, soit on rencontre personne, soit on se met dans des relations, on tombe jamais amoureuse, ou alors on tombe amoureuse des mecs qui tombent pas amoureux de nous, et les mecs qui nous plaisent pas, ils tombent amoureux de nous. Donc ça, c'est typique. C'est vrai que c'est un schéma qu'on voit souvent. Mais en fait, c'est parce que le système marche très bien. En fait. Et si on apprend à aimer son système et qu'on se dit, ah ok, mais t'étais juste en train de me protéger, ça marche, je t'entends et j'entends la part de moi qui souffre. Et du coup, si c'est quand t'étais ado, on a été trop loin avec toi alors que t'étais pas prête et que du coup t'as peur des hommes, ou si tu t'es fait tromper à tire-larigot quand t'avais 25 ans par l'homme que tu considérais comme être l'homme de ta vie, ça fait peur, ça fait mal. Et tant qu'on va pas apaiser cette part de toi qui souffre, qui est en panique, qu'on va pas la reprendre dans les bras et lui dire ok, je t'aime et t'es avec moi et on est ensemble et maintenant on va créer quelque chose de chouette, en fait on va se saboter. Mais c'est pas du sabotage, c'est de la protection. Et quand on arrête de dire saboter, qu'on dit ah ok, je suis en train de me protéger, tout à coup on rentre dans un autre discours. Énergétiquement, c'est complètement différent. Et là, je vais commencer à changer mes perceptions. Et quand mes perceptions changent, je découvre d'autres choses. Mais c'est vrai que quand tu le dis, en fait, rien que de terme de changer le terme de se saboter, mais non pas de se saboter, mais de se protéger, c'est vrai que de changer le terme change ta perception et peut ouvrir plein d'autres portes, en fait. Après, par la suite, ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Juste le choix des mots, en fait, exactement, peut tout changer. Ouais. Et pour revenir, alors sans être forcément dans des traumas qui peuvent te marquer au fer rouge, comme tu le disais tout à l'heure, t'as aussi beaucoup de femmes qui se trouvent pas belles, qui se trouvent moches, qui se trouvent grosses, qui se trouvent pas intelligentes, qui se trouvent... Voilà. Qui s'enferment, en fait, dans tous ces complexes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Ouais. Déjà, je pense que personne n'est moche, personne n'est pas intelligente, personne n'est trop grosse. Enfin, je pense que on a tous et toutes une singularité, et que tant qu'on voit pas la beauté dans nos singularités, déjà on n'est pas dans une estime de soi qui est juste. Moi, dans mon histoire personnelle, j'ai énormément souffert de ça. Je me trouvais toujours trop grosse, je me trouvais moche, je me trouvais jamais assez intelligente. Donc, du coup, laisse tomber, j'étais tout le temps en train de lire pour essayer d'être suffisamment costaud, solide dans les conversations, parce que je trouvais que ce que je disais n'était jamais intéressant. Parce qu'il y a des hommes aussi qui te font ressentir ça. Hein. Bien sûr. Des hommes qui mais ils te le disent. Ouais, qui peuvent te foutre des complexes que tu gardes à vie. Bien sûr. Et donc, du coup, et en fait, ça, j'ai compris une chose, c'est que ce qui répare, c'est... je reviens toujours à ça, mais déjà, c'est aller voir, en fait, où est-ce que tu as appris que tu étais trop grosse, où est-ce que tu as appris que tu n'étais pas suffisamment intelligente, qui t'a dit ça, en fait. Et là, tu disais, tout à l'heure, on parlait de trauma, et je voudrais juste clarifier, quand je parle de trauma, je parle bien sûr de gros traumas, mais il y a aussi tous les micro-traumas, tu sais, une petite phrase qu'on t'a dite, ou une expression sur le visage de ta mère un jour qui te marque
Et c'est tout autant douloureux et impactant que un énorme traumatisme. Voilà. En fait, pour se protéger, justement, il y a 3 façons de faire. Soit on oublie, donc il y a des personnes qui littéralement zappent les choses, même des choses importantes. Soit ça devient confus, on sait plus trop si c'est vrai. Bah ouais, je sais plus trop. Peut-être qu'elle me l'a dit, mais je m'en rends pas compte, je sais plus. Ou alors on banalise. Et ça, c'est très souvent. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent oui, il m'est arrivé ça. Bon, bah voilà, il m'a trompé avec ma meilleure amie 3 fois. Et puis après, dans notre lit. Et puis bon, bah voilà, ça arrive, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est comme si notre histoire, en fait, c'était tellement commun que du coup, en fait, on se rend pas compte qu'on a souffert. Et c'est une protection, encore une fois. Mais bon, si on revient à la question de oui, comment je fais pour me revaloriser, ça, c'est super important. Et moi, je trouve, en tout cas dans mon expérience et dans mon personnel et professionnel, que c'est les femmes qui m'ont aidé à faire ça. C'est en me reconnectant à des groupes, juste avant le podcast, on parlait de sororité, justement à des groupes de femmes qui sont dans la sororité. Là, j'ai commencé la danse il y a assez récemment. Et en fait, quand j'observe les femmes danser, je les trouve toutes belles. En fait, dans leur style, et peu importe comment elles sont habillées, celles qui viennent à l'arrache en vieux jogging et tout pourri, et celles qui, voilà, tu sens qu'elles ont le petit short qui va bien la tenue. tu vois. En fait, elles sont toutes trop belles, peu importe le poids qu'elles font, peu importe le visage qu'elles ont, peu importe leur complexe, leur histoire de vie. Et je pense que faire des activités qui vont revaloriser ton corps, prendre soin de toi aussi. Il y a tellement de femmes qui osent pas et qui n'arrivent pas à prendre soin d'elles parce qu'elles ont pas le temps, parce qu'elles sont toujours dans des rushs, parce qu'elles sont dans leurs obligations familiales, ou si on parle des célibataires, parce qu'elles se mettent des charges énormes sur les épaules, des obligations professionnelles à n'en plus finir. Mais en fait, non, mais juste la base, c'est-à-dire fais du sport. Mais n'importe quoi, ce que tu aimes, mais bouge, alimente-toi correctement, arrête de remplir ton agenda et de bouffer vite fait entre deux. Non, fais-toi des vrais repas pour que nourrir ton corps de manière juste. Fais des choses qui te être plus en conscience, qui te font du bien, voilà. Moi, ça, je sais qu'en retraite, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. On travaille avec une chef. Qui est une chef végane, Morgane Gaillon. Et en fait, elle est super parce que elle va préparer déjà toute la nourriture avec amour. Et donc ça, on sent énormément la différence quand un plat est travaillé avec amour, que l'assiette a été présentée avec amour. Et avant chaque repas, elle propose des pratiques de pleine conscience pour vraiment... comment dirais-je, qu'on apprenne à aimer ce qu'on mange, à profiter de ce moment-là, à se nourrir profondément. C'est-à-dire on ne s'alimente pas vite fait, mais vraiment on se nourrit. Et je sais qu'au bout de nos 4 jours de retraite, la plupart des filles, déjà, elles intègrent ça dans leur vie à elles. Il y en a plein qui n'ont plus de troubles du comportement alimentaire à la suite de ça parce qu'en fait, elles arrivent à se réconcilier avec la nourriture. Et nous, dans nos espaces de femmes, je pense que c'est un super bon axe à aller chercher accepter de se nourrir. Et donc la nourriture, elle est bien sûr alimentaire, mais elle est aussi dans ce que tu vas lire, dans les conversations que tu vas avoir. Et parfois, oui, il faut changer d'amis. Alors ça, c'est le truc qui est super difficile, c'est que si j'évolue et que du coup j'arrête de me sous-estimer, j'arrête de porter un masque, j'arrête de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, tout à coup, en fait, on va plus m'aimer, ou est-ce qu'il y a des gens... plus dans le moule, forcément. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont pas suivre. Donc il y a des relations qui vont s'effriter, s'amoindrir, le lien va se couper. Mais ça va aussi te permettre de rencontrer des nouvelles personnes. Mais souvent, on a tellement peur de pas... de l'inconnu qu'on préfère garder quelque chose de... le doudou. On préfère garder le doudou sale plutôt que un doudou... voilà. Il y a une chanson de Véronique Sanson qui dit « Quand on n'est pas très malheureux, on oublie qu'on n'est pas heureux ». Et ça, dans l'estime de soi, je trouve que c'est typique. C'est-à-dire, en fait, on est tellement habitué à son inconfort, à la maltraitance qu'on a envers soi, que du coup, on s'en aperçoit pas. Et en fait, c'est pas suffisamment dramatique jusqu'au jour où ça le devient. Et là, donc parfois, il y a des grands drames, un cancer, je sais pas quoi. Ou alors, tu te vois en photo et tu dis « Non,
stop, j'arrête. Ouais. Je vais prendre des choses en main. Et voilà. Et du coup, là, je vais commencer à mettre en place des choses. Et quand je commence à mettre en place des choses, attention à pas être trop exigeante avec soi non plus. Et commencer par le début, Oui, que ça petites puisse choses durer aussi, parce que pour que ça dure. Ouais. pas tomber dans le régime à outrance, par exemple, qui te sert pas du tout et qui est encore plus toxique que Bien ce sûr. que tu voulais. En fait, les régimes, ça marche pas, on le sait. Ce qui va fonctionner, c'est d'avoir un lifestyle qui te correspond avec les bons ingrédients, quoi. Complètement. Elle est très jolie, cette phrase de Véronique Sanson. J'adore. Aussi, c'est un autre point dont je voulais parler avec toi. Donc, on a parlé de ces femmes qui ne s'autorisent pas forcément à être aimées ou à aimer. Mais à l'inverse, il y a aussi ces femmes pour qui l'amour, c'est un peu des cases à cocher. Donc, il faut le mec, il faut qu'il fasse 1m83, il faut qu'il ait les yeux bleus, il faut qu'il s'habille comme ça, qu'il mange dans tel resto et qu'il gagne tant d'argent. Tu sais, il y a ces cases à cocher qui sont très, très fermées, en fait, qui laissent peu de place, finalement, à vraiment le laisser aller et un peu à toute la légèreté dont tu parlais tout à l'heure dans la rencontre. Qu'est-ce que ça dit de ces femmes-là et quel est ton avis sur ces femmes-là ? Ouais. Bah, encore une fois, je peux comprendre. Bien sûr qu'on ait des envies et des exigences. Souvent, on me dit oui, mais je suis trop exigeante et tout ça. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Souvent, on met des curseurs qui sont pas au bon endroit, qui sont liés à nos conditionnements. Ça, on le voit beaucoup avec des personnes dont la maman a des désirs pour leur fille. Et donc, du coup, il faut que ce soit comme si. On a aussi les sujets qui sont liés au statut social, à la religion et tout ça. Maintenant, je pense que c'est important d'avoir un niveau standard pour soi, mais je pense pas que ça soit physique ou économique. Ouais. Voilà, c'est-à-dire... Rappelons les choses quand même. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est important. Moi, depuis très longtemps, je travaille avec ce que j'appelle la liste au Père Noël. Une fois qu'on a été travailler tous les traumatismes, etc., je dis, OK, maintenant, tu as envie de rencontrer qui et quelle relation vous avez. Et donc, du coup, qui c'est OK, il est comment ce mec ? Comment tu le désires ? Ses comportements, comment ils sont ? Qu'est-ce qu'il fait ? Machin, etc. L'idée, c'est pas de rencontrer le mec qui fait aux yeux bleus, qui fait 1m83. C'est pas ça. Mais c'est de commencer à ouvrir ses perceptions à quelque chose d'authentique et de nouveau. Alors, tu vois, typiquement, on parlait du fait que quand on est prise dans nos conditionnements inconscients qui nous protègent, mais amour égale danger, bah, du coup, je vais rencontrer que des mecs toxiques ou indisponibles, enfin, en tout cas, des personnes qui vont pas te permettre d'avoir une relation amoureuse solide. Mais une fois que tu as travaillé tout ça, c'est quand même chouette d'aller définir ce que tu veux. Ouais. Définir ce que tu veux, ça va te permettre... En fait, c'est un petit hack du cerveau. Ça va permettre à ton cerveau d'aller chercher ce que toi, tu désires. En fait, souvent... ça s'appelle le système d'activation réticulaire. Okay, c'est une particularité du cerveau, une fonction qui fait que le cerveau va se mettre en recherche de ce que tu lui demandes. Typiquement, tu prévois un voyage en Italie. Bon, bah là, tu vas entendre parler d'Italie partout. Oui. Tu vas voir des pubs sur l'Italie. On a une conversation. Ah bah d'ailleurs, je suis partie à Milan la semaine dernière. Ah ok, trop bien. Et en fait, c'est pas que ça n'existait pas avant, c'est que maintenant, tu y prêtes attention. Je me suis mise au crochet il y a 2 mois. Je vois du crochet partout. Tu vois, il y a un ami qui nous rapporte un tambour la dernière fois. La maillotte, elle était faite en crochet. Je fais, waouh, il y a du crochet vraiment partout. Si je faisais pas de crochet, la maillotte, elle aurait été en crochet quand même, mais je n'aurais pas mis de focus dessus. Ouais. Donc, du coup, avoir une vision de ce que tu désires. D'ailleurs, je te coupe, pardon, mais ce qui se passe beaucoup dans les ruptures où on a l'impression de voir la personne partout, bien sûr, où tout nous ramène à la personne. Ça, voilà. C'est assez dingue. Exactement. C'est intéressant, donc c'est vraiment ça. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, avoir une envie d'un partenaire qui correspondrait à une vision, c'est chouette. Mais il faut que ce soit défini avec le cœur et non pas avec les blessures qu'on a pu avoir avant. Voilà. Ok. C'est fort, ça. Ouais. Ouais. Oui, donc c'est vraiment aller aussi sur quelque chose de positif, c'est-à-dire de se dire, je souhaite rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'humour, parce qu'en fait, l'humour, c'est très important pour moi, ou énormément de gentillesse en lui, parce que c'est très important pour moi, et pas forcément être sur l'inverse en se disant, je ne veux pas rencontrer quelqu'un comme ci, ou je veux éviter. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis. T'es aussi dans le positif, en fait, dans ta démarche. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense aussi que l'exigence, là où le piège de l'exigence, c'est de se retrouver dans des relations
Et donc, du coup, voir qu'il y a des défauts et se dire, ah non, là, c'est pas possible. Et en fait, ça, c'est un peu le piège. Ça, je rencontre beaucoup de femmes aussi qui vivent ça. Mais je suis jamais satisfaite. En fait, il n'y a pas, je suis désolée de le dire, une veille de Saint-Valentin, mais il n'y a pas un prince charmant qui va arriver sur un cheval blanc, magnifique, parfait, sous toutes les coutures, qui n'a pas de défaut, ça n'existe pas. Pour moi, il y a des choses qui vont être importantes dans ta relation. Et donc, du coup, que c'est hors de question de faire sans. L'humour, tu vois, par exemple. Moi, c'est vrai que si j'étais avec quelqu'un qui riait jamais, qui avait aucune autodérision, aucun humour critique, je m'ennuierais. Tu vois, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Mais l'autre va aussi avoir des défauts. Et donc, les défauts, à savoir, est-ce que c'est des défauts qui sont OK pour moi d'accepter ou pas? Avant qu'on passe au sujet du couple et des prémices, et un peu le par où je commence, il y a une première chose. Tu parlais dans une autre interview, un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu disais de ne pas prendre ses désirs pour des frustrations. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? Parce que je pense aussi quand tu es dans la trentaine, pas quand tu y rentres, mais quand tu y es, tu as tous ces désirs qui sont là, de rencontres, etc. Et en fait, qui deviennent des frustrations parce que, quand on en parlait tout à l'heure, tu as l'angoisse du temps, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Alors, déjà, on peut pas empêcher un arbre de grandir, on peut pas empêcher l'arbre de pousser, c'est naturel, d'accord? Donc, toi, tout le monde, on aura tout le temps des désirs, voilà. Et les désirs, par définition, c'est ce qu'on n'a pas. Voilà, donc du coup, je vais pas désirer quelque chose que j'ai déjà, tu vois, c'est normal. Si je veux un pull en crochet, là, j'ai un pull en crochet, je vais pas forcément désirer le même pull vu que je l'ai. Donc ça, c'est typique. Maintenant, si quand je désire avoir quelque chose, je le vis comme ce que j'ai pas, une frustration, en fait, le gap entre ce que j'ai aujourd'hui et ce que je désire avoir est douloureux, je me sens mal, je me sens incomplète, je me sens nulle de pas avoir ce truc-là, ce pull en crochet ou peu importe, parce que toutes les autres l'ont, et du coup, je vis ça comme une frustration. Très important, le pull en crochet. C'est ça. En fait, du coup, je vais vraiment vivre quelque chose de très dur, de très dur, sachant que ça ne changera pas, d'accord ? Donc, du coup, ce qui va être important, c'est deux choses. Un, vivre ses désirs comme des élans, d'accord ? Comme quelque chose, ok, je veux ça, ok, comment je m'y dirige ? Qu'est-ce que je mets en place ? Et du coup, de les voir comme une direction. Et aussi, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je raconte parfois cette histoire. Avec Lucas, on vivait dans un petit appart de 30 mètres carrés. On vivait à 3 dedans. Donc, il y avait une chambre pour Esme. Et nous, on avait le salon qui faisait office de tout. De bureau, de salon, de chambre à coucher et tout ça. Et on dormait sur le canapé qui était un canapé un peu pourrave à cette époque-là. Et puis... on n'en pouvait plus. Vraiment, on n'en pouvait plus de dormir sur ce canapé. Les fenêtres à fermer qu'à moitié. Enfin, tu sais, les apparts parisiens à l'arrache, quoi. Et puis, et on avait froid. Et du coup, on avait mal au dos. Et on n'en pouvait plus, tu vois. Et on se disait, oh là là, un jour, on aura un appart avec une chambre. Et on aura un lit. D'ailleurs, je l'ai vu. Il est incroyable. Il donne envie de se rouler dedans tout de suite. Oui, tu vois, là, genre vraiment, on a le paquet sur le lit, tu vois, on se dit, oh là là, on aura un lit, ça sera trop bien et tout, machin. Et donc, on a eu, finalement, cet appart est arrivé dans notre vie. On l'a cherché, on a eu. Pour les Parisiennes, on sait à quel point c'est difficile de trouver un appart à Paris. Donc, du coup, on a eu notre lit et tout, on dormait bien pendant 2-3 jours. Et de la fenêtre de notre chambre, on voit une résidence derrière. Et les gens, ils ont des terrasses de ouf. Tu vois, de 70 mètres carrés et tout. Et ça faisait pas 3 jours qu'on est arrivé dans l'appart. Je me disais, putain, il est bien cet appart, mais là, tu voyais on déjà n'a pas ce que de terrasse. Ouais. Tu vois. Et un jour, quand j'aurai une terrasse. Et en fait, ça sera tout le temps, ça, le mécanisme. Donc je vais rencontrer quelqu'un, ok, je l'ai rencontré, mais quand on pourra se permettre de voyager, quand on habitera ensemble, là, ce sera vraiment bien. Quand on aura un enfant, ce sera bien. Quand j'aurai mon deuxième, là, ce sera vraiment bien. C'est pour ça que tu parles de gratitude et d'apprécier ce que tu as aussi. C'est ça. En fait, de toute façon, cet élan, ce désir, cette herbe qui pousse, on ne pourra jamais l'empêcher. Ouais. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur ce qu'on a. Et même quand on est célibataire et qu'on souffre de cette solitude, ok, elle te sert à quoi ? En fait, elle te sert à quoi ? Qu'est-ce que ça t'apporte ?
quels sont tous les avantages de ça, comment tu peux, si tu l'exploites pas à sa juste valeur, comment tu peux l'exploiter à sa juste valeur et commencer à trouver de l'amour en fait pour ce que tu es en train de vivre là. Tu sais, nous avec Lucas, on parlera des couples après, mais quand on est en couple, on va vivre des épreuves. C'est normal en fait. Tous les couples vivent des épreuves et du coup ça va créer des tensions et donc du coup il va y avoir besoin de rééquilibrer ça. Mais en même temps, c'est un vrai choix d'être avec la personne. Donc c'est ok. Comment je continue comment je recommence à l'aimer, comment je retrouve de la passion, tu vois, et toutes ces questions qui vont être super importantes. Nous, avec Lucas, on désire un enfant, on a perdu notre fille, alors que j'étais à 8 mois de grossesse. Évidemment, c'est la pire douleur de ma vie, la pire douleur de sa vie aussi. Ça a été hyper compliqué. Et bien sûr qu'il y a ce truc de... on voulait terriblement un enfant, on l'a eu, elle est morte. Enfin, tu vois, il y a eu ce côté hyper douloureux et ce désir de vie de famille qui existe toujours. Mais... on a quand même de la gratitude d'avoir vécu ça. Et alors, pas dans la seconde, hein, bien sûr. Tu vois, ça demande du temps, de la réflexion. Mais au final, on sait tout ce que ça nous a apporté aujourd'hui. J'en suis pas encore là, ça fait même pas 4 mois. Donc, j'en suis pas encore à l'étape de je ne changerai rien. Tu vois, là, si je pouvais le changer, bien sûr, je le changerais. Mais tous les événements que j'ai vécus dans mon histoire de vie, même les plus difficiles, je sais que je les ai transformés en... ça m'a apporté tellement. C'est grâce à ça que j'ai ça dans ma vie. Et donc, du coup, je suis heureuse de les avoir vécus. Quand on arrive à ce niveau-là, qui est finalement très accessible, hein, c'est 3 questions. C'est OK, c'est quoi les inconvénients d'avoir vécu ça ? Qu'est-ce que ça m'a fait souffrir ? Et voilà. C'est quoi les avantages ? Qu'est-ce que ça m'a permis de gagner ? Qu'est-ce que j'ai construit grâce à ça ? Qu'est-ce que j'ai... Voilà. Et en quoi, si ça n'avait pas existé, ça aurait été terrible pour moi et à quoi ça me sert, en fait, aujourd'hui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Et à partir du moment où je réponds à ces 3 questions avec puissance, c'est-à-dire pas 3 pauvres trucs, mais vraiment, OK, je l'ai en profondeur, en fait, tu dis, OK, de toute façon, on va tout le temps souffrir, on aura tout le temps des désirs, certains seront peut-être inatteignables, c'est pas grave, on se redirigera, mais en tout cas, la vie, c'est juste une expérience et je crois... En tout cas, c'est ma philosophie, que on a le terreau, c'est notre histoire. Et donc, du coup, c'est OK, quelle graine je plante. Parfois, je sais pas si tu fais un peu de jardinage, mais quand tu plantes une graine, parfois, elle pousse pas. Et parfois, c'est juste incompréhensible. Je dis, mais c'est pas possible. Enfin, ça pousse dans le jardin d'à côté. Pourquoi ça pousse pas chez moi ? C'est pas grave, en fait. Quelle autre graine je vais pouvoir faire pousser que le voisin n'aura pas, mais moi que j'aurai ? Et c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est très beau et c'est vrai que on a vu sur les réseaux votre parcours avec Lucas, donc je trouve ça assez puissant que tu parles de ça dans la mesure où finalement là où tu as raison, c'est qu'en fait derrière une femme célibataire peut se cacher en fait une femme très épanouie, très heureuse, qui peut aussi prendre le temps et comme tu dis, pas de regarder forcément si l'herbe est plus verte chez le voisin, mais d'abord regarder son jardin à elle et comment est-ce qu'elle peut le cultiver. C'est une grosse métaphore, mais c'est un peu ça. Mais tu vois, moi j'accompagne des femmes et bien sûr il y en a plein qui rencontrent quelqu'un lors du coaching, mais d'autres non, tu vois, évidemment. Mais en fait, on s'aperçoit que souvent, on vient me voir en se disant « Ouais, je vais aller aux retraites de Manon et Lucas dans leur cercle de femmes, se faire coacher par l'un ou par l'autre, parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. » Mais en fin de compte, ce qu'elles gagnent toutes à 100%, c'est l'amour d'elles-mêmes. Je me sens profondément épanouie dans ma vie. Donc du coup, en fait, que j'ai quelqu'un ou pas, vraiment maintenant, c'est pas que ça n'a plus d'importance. Je sais que ça arrivera, mais c'est dans la liste de mes désirs, mais j'ai tellement de gratitude pour ce que j'ai que je sais que ça va arriver. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, je me sens équilibrée, je me sens bien avec moi-même, et donc je ne force plus à aller sur les apps à fond, à être à nouveau dans des relations toxiques. Et quand elle rencontre quelqu'un, donc parfois 6 mois plus tard, en fait, elles vivent une relation qui est choisie. Je suis plus dans la peur, donc du coup, je suis dans le choix du cœur. Et donc, du coup, quand je te rencontre, je me dis « Ah ouais, ok, j'ai vraiment envie d'être avec toi. » Et ça change tout.
En fait, je voudrais maintenant parler des prémices du couple. Quand tu commences à te mettre en couple, je voudrais aborder avec toi quels sont, selon toi, un peu les red flags, les choses à éviter. On se disait tout à l'heure que pourquoi pas parler tout de suite de ce que tu souhaites, de ce que tu aimes, de ce que tu veux, mais jusqu'où on peut aller. Peut-être juste avant de commencer, c'est quoi pour toi la définition d'un couple ? Pour moi, la définition... Question tu as pas 2 heures justement ça là. me demande un petit peu de réflexion. Pour moi, la définition d'un couple, c'est des personnes qui choisissent de vivre un bout de chemin ensemble avec un contrat. Ok, donc bon, on signe pas un papier, hein, mais en tout cas des règles communes on se met d'accord et on choisit d'avancer ensemble pour une durée indéterminée. D'accord. Voilà. Je dirais que globalement, c'est ça. J'essaie d'être assez inclusive avec tout le monde. Et ma définition personnelle du couple, moi, c'est que je choisis d'être avec Lucas. Nous, on a nos règles à nous, dans notre cadre de relation. Des règles qu'on a choisies, qui sont hyper OK pour nous. Et j'associerais aussi la vision, c'est-à-dire on a envie d'aller dans une direction ensemble. Et tous les deux, en fait, chaque jour, on est en chemin pour aller... dans ce sens. Dans ce sens, voilà. Est-ce que tu aurais des exemples de pièges, les pièges un peu courants qu'on peut avoir dans les premières rencontres et qui sont plutôt à éviter finalement ? Ouais. Alors, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi, quand elles sont dans cette espèce de mi-panique, mi-désespoir, qui commencent à s'accrocher à des hommes qui parfois même leur disent, en fait, ça n'ira pas plus loin. Ouais. Mais en fait, elles ont la sensation qu'ils leur démontrent tellement d'attention, d'amour, qu'en fait, c'est impossible que ça aille pas plus loin, mais pourtant, ils leur disent. Donc, du coup, c'est vraiment être en confiance. Moi, je pense sincèrement que pour ne pas se faire de film, il faut oser poser des questions. Donc, demander les choses, vraiment. En fait, je pense sincèrement que souvent, on n'ose pas poser des questions sur l'avenir pour pas que ça fasse peur à l'autre et qu'il parte. Mais si la personne part parce qu'il n'a pas envie de répondre à des questions sur l'avenir, il a rien à... Enfin, tant pis, next, quoi. Vraiment, c'est pas intéressant. Et aussi, est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre avec quelqu'un qui n'a pas envie d'aborder ces sujets-là ? Écoute, on approche à la fin de cette interview. Il y a peut-être une question. Après, promis, j'arrête. Peut-être un dernier message que tu pourrais donner aux femmes trentenaires célibataires pour cette veille de 14 février pour leur donner peut-être un peu d'espoir, les rassurer et puis peut-être un peu de méthode aussi, tu vois, si tu as deux, trois choses. Ouais. Déjà, vous n'êtes pas cassés. Ça, c'est la première chose. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Au contraire, ça va. Justement, c'est juste un système de protection qui est mis en place. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est switcher sa perception et arrêter de se dire qu'on est cassé, que ça ne marche pas pour nous, qu'on est maudite, qu'on se sabote et compagnie. Et juste se dire, OK, je suis en train de me protéger. Je suis en train de me protéger de quoi j'ai peur. Qu'est-ce qui se passerait ce seraient quoi les inconvénients si j'étais en couple aujourd'hui dans ma vie, et commencer à avoir conscience de ça. Cette conscience, ça va permettre déjà de prendre les choses différemment, de les prendre avec amour, de s'apaiser par rapport à ça. Ensuite, d'aller travailler les blessures. Ça, je pense que sincèrement, c'est la base de la base. Je vais boucler aussi la boucle. Je disais au tout début du podcast, dans mon histoire personnelle, en fait, je me suis formée à la relation, mais ça peut se faire tout à fait en écoutant des podcasts, en lisant des livres. On n'est pas obligé de forcément partir dans des cycles de formation impossibles, hein, mais comprendre comment ça fonctionne, une relation, comment ça serait quoi un peu les codes et tout ça. Les codes de la relation vont nous permettre d'être en confiance quand on rentre, et voire même d'avoir envie de tester. Donc, du coup, on aborde la relation avec un aspect différent. Donc, déjà, comprendre qu'on est en train de se protéger, comprendre pourquoi on est en train de se protéger et donner de l'amour à ça, plutôt que de s'insulter à l'intérieur et de se détester. Et puis, comprendre comment la relation fonctionne. Donc, ça, je pense que déjà, c'est pas mal. Aller guérir les blessures, vraiment. Et puis commencer à aimer sa vie. Vraiment commencer à l'aimer. Et si tu l'aimes pas aujourd'hui, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter, de commencer ou de modifier pour
pour kiffer ma life, quoi. C'est un beau programme. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi les prochaines retraites? Comme ça, on conclut en beauté aussi, si on veut en savoir plus. Et... Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc manon.demodice, _demodice, donc DEMODICE. Je mettrai le lien aussi dans la description. Ça marche. Et puis, donc la prochaine retraite, il reste 2 places. C'est en mai, enfin c'est fin avril, début mai. Donc j'ai pas les dates précises en tête là, mais je crois que c'est du 30 avril au 3 mai à peu près. Et ça va être vraiment une retraite extraordinaire. C'est une retraite où on a des femmes qui sont en couple et des femmes célibataires. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler dans le corps. Donc toutes les femmes qui ont déjà fait du développement personnel, elles sont bienvenues. Celles qui commencent, elles sont aussi bienvenues. Ça va vraiment être hyper riche en expérience. Et en fait, on va vraiment aller ancrer dans le corps. On va les libérer, on va aller ancrer des nouvelles choses. Et c'est vraiment un espace... Moi, c'est mes espaces préférés. Franchement, je te le dis. En fait, on vit quelque chose de tellement intense que c'est magnifique. Ensuite, on fait des séances d'activation Kundalini à Paris. On fait aussi des cercles de femmes à Paris. Donc, vraiment, ça, c'est en ligne sur Instagram dès qu'il y a des projets. Et puis après, y a mon coaching aussi. Donc là, on se voit sur 4 mois à base d'une séance toutes les 2 semaines. Et c'est bien. Et ça se passe super bien et c'est chouette. Vraiment, on a des très belles transformations. Super. Et c'est kiffant pour moi et puis pour les personnes évidemment. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble pour avancer. Mais vraiment là, si vous avez envie de prendre les 2 places pour la retraite, on va s'amuser. Je mets le lien, je mettrai de toute façon qui veut. Les premiers seront les mieux servis. Et oui. Et écoute, merci beaucoup Manon pour ton temps, pour cet échange très riche. J'espère qu'il y a plein de femmes célibataires qui vont nous écouter, qui repartiront du bon pied et surtout qui passeront un merveilleux week-end. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.